Bonjour à tous. 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Attention, petite note avant de commencer. Cette affaire se déroule en Afrique du Sud et je dois vous avouer que plusieurs des noms des personnes impliquées sont un véritable défi pour moi à prononcer. Le nom principal de cette vidéo en particulier. J'ai pris le temps de chercher les prononciations de chaque nom qui pouvait me poser problème. Mais, soyons honnêtes, certains de ces sons passent mieux avec un accent que je ne maîtrise pas tout à fait. Donc, s'il m'arrive de trébucher sur une syllabe, soyez indulgents. Sachez juste que je fais de mon mieux. Tshego Fatso Poulé, plus familièrement connu sous le surnom de Tshego, est né le 10 mai 1992 dans une banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud. Dès le départ, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a perdu son père alors qu'elle n'était encore qu'un bébé et 10 ans plus tard, c'est sa mère qui l'a quittée, la laissant, elle et son frère cadet, entre les mains attentionnées de leur tante, Priscilla. D'après tout ce que je sais, Priscilla a fait de son mieux pour offrir à Tshego un foyer aussi stable qu'aimant. Tshego était le genre de personne à voir le bien chez tout le monde, toujours prête à tendre la main à quiconque en avait besoin. Elle avait un cœur en or, toujours souriante, extravertie et optimiste. Elle adorait danser, même si, selon ses amis, elle n'était pas vraiment douée. Une vraie catastrophe rythmique, disait-il en plaisantant. Mais qu'est-ce qu'elle aimait ça? Elle aimait aussi tout ce qui touchait à la mode et au maquillage, avec le rêve de travailler dans le domaine de la beauté. À l'époque, elle travaillait au comptoir de maquillage d'un magasin MAC, où elle s'épanouissait. Elle maquillait ses amis, sa famille, parfois même à domicile pour ceux qui le demandaient. Elle avait été acceptée à l'université de Johannesburg, mais elle avait choisi de suivre une autre voie, celle qui la passionnait vraiment, le maquillage et la cosmétologie. C'était une jeune femme pleine de vie, rayonnante et toujours bien mise. Comme sa mère, elle vouait un amour inconditionnel aux vêtements. Elle avait même une petite réputation. Ne comptez pas sur elle pour acheter quoi que ce soit à 50 rangs. Tshego avait ses exigences, et la qualité, pour elle, avait un prix. Mais ce qui rendait Tshego vraiment dangereuse, paradoxalement, c'était son côté secret. Elle n'était pas du genre à venir vous dire « Vous savez, j'ai un problème ». Non, même dans la douleur, elle affichait un sourire. On pouvait bien insister, lui demander encore et encore « Tshego, est-ce que tout va vraiment bien ?» Elle répondait toujours un « Oui, ça va », qui cachait sans doute plus qu'on ne pouvait imaginer. Tshego voyait grand, toujours tournée vers l'avenir, avec des rêves plein la tête. Véritable fashionista, elle était obsédée par le style et la perfection. Lorsqu'elle a quitté MAC pour poursuivre son rêve de lancer sa propre entreprise de maquillage, elle n'était jamais seule. On l'aidait, on la soutenait, on trouvait des clients pour elle. « Nana, j'ai un contrat pour toi », lui disait-on parfois. Et elle se montrait toujours reconnaissante, avec cette élégance qui lui était propre. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, elle ne laissait jamais rien au hasard, et ceux qu'elle maquillait
ne demandait qu'à revenir, preuve de son talent. Pour elle, l'essentiel, c'était de laisser une empreinte, de marquer les esprits en tant qu'esthéticienne et gourou de la mode. C'était ça, son rêve, son ambition, et elle était prête à tout pour y arriver. D'après certaines sources, elle était plutôt discrète quand il s'agissait de sa vie privée. Elle ne se confiait ni à ses amis, ni à sa famille, au point qu'on ignorait même si elle fréquentait quelqu'un. Pourtant, en 2018, alors qu'elle avait 26 ans, elle a entamé une relation avec un homme de 31 ans, un Tutuko Shoba, qu'on appelait simplement Shoba. Mais, petite surprise, Shoba était déjà engagé dans une relation bien plus sérieuse avec une certaine Rosette. D'après plusieurs témoignages, Shoba et Rosette étaient probablement fiancés, ou du moins, c'est ce qu'ils faisaient croire. Shoba n'hésitait pas à la présenter comme sa femme. Mais voilà, d'autres rapports affirment que leur relation connaissait des hauts et des bas. Alors qui sait vraiment ce qu'il en était? Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Shoba et Rosette étaient ensemble depuis environ 16 ans. Ils avaient même acheté une propriété ensemble en 2015 et entamé des négociations prémaritales avec la famille de Rosette début 2020. Un couple sérieux, du moins en apparence. Quant à Shoba, il a grandi dans un foyer aimant et bienveillant. On le décrit comme quelqu'un de bien éduqué, ayant trouvé sa place comme analyste financier à la bourse de Johannesburg. Shoba était bon dans ce qu'il faisait, et il semblait même y prendre un plaisir intense. Ses collègues et ses proches le décrivaient comme un homme gentil et droit. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient qu'il avait un goût prononcé pour la fête et pour les femmes. Alors, quand Tchego a commencé à le fréquenter, elle l'a d'abord considéré comme une aventure légère, rien de sérieux. Il ne s'en était jamais caché. Il était déjà avec quelqu'un, et Tchego l'acceptait sans problème. Leur relation était, pour elle, un petit arrangement sans attache. Mais avec le temps, difficile de dire combien de temps elle a été vraiment heureuse de cette situation. Plus ils passaient de temps ensemble, plus elle avait du mal à imaginer qu'ils puissent partager ces gestes d'affection avec quelqu'un d'autre. Shoba se montrait si attentif, si affectueux, qu'elle en venait presque à oublier qu'il avait une autre vie ailleurs. Bien sûr, elle ne parlait pas de lui à sa famille, mais certains l'avaient déjà aperçu. Ils voyaient sa voiture garée devant chez elle, ils le voyaient la déposer, mais il n'entrait jamais, ne disait même pas bonjour. Cela pouvait surprendre, mais il n'y voyait pas de raison de s'alarmer. Après tout, Tchego était dans la vingtaine. Elle était libre de fréquenter qui elle voulait et n'avait de compte à rendre à personne sur sa vie amoureuse. À un moment donné, une amie de la famille, très proche de Tchego, elle la considérait presque comme une petite sœur, l'a croisée avec Shoba dans un bar. Elle l'a alors prise à part et lui a dit qu'elle connaissait bien ce fameux Shoba, un homme qui aimait profiter de la vie. Ce n'était pas un secret. Il avait fréquenté de nombreuses femmes de la région et, pire encore, il était peut-être même marié. Elle voulait clairement protéger Tchego, éviter qu'elle ne se blesse inutilement. Mais, fidèle à elle-même, Tchego lui a répondu qu'elle ne prenait pas la relation au sérieux. Elle a préféré ignorer l'avertissement. Pourtant, seulement quelques mois après le début de leur relation, au début de 2019, Tchego a découvert qu'elle était enceinte. Le choc a été total, autant pour elle que pour Shoba. Après quelques discussions, ils ont fini par prendre une décision commune.
interrompre la grossesse. Shoba lui a expliqué qu'il ne se sentait absolument pas prêt à devenir père, et Tchego, bien que dévasté, a admis que leur situation n'était pas idéale pour accueillir un enfant. Il lui a alors donné de l'argent pour l'intervention, et elle a avorté. Mais cette décision, bien que mutuelle, a laissé une empreinte profonde sur elle. Tchego a vraiment eu du mal à surmonter ce qui s'était passé, et cet épisode a eu un impact dévastateur sur sa santé mentale. Malgré cela, elle et Shoba ont continué leur relation, comme si rien n'avait changé. Les choses semblaient même prendre un tournant plus sérieux, au point où elle l'a invité à l'anniversaire des 60 ans de sa tante. Mais, d'après tous les témoignages, Shoba n'a pas fait d'effort pour s'intégrer à la fête. Il est resté en retrait, n'a échangé que peu de mots, même avec la tante que tout le monde était venu célébrer. En réalité, il paraissait presque indifférent, comme s'il n'avait aucun intérêt pour les proches de Tchego. À l'époque, sa famille trouvait simplement son comportement étrange, sans vraiment en comprendre les raisons. Mais avec le recul, il est clair que l'attachement de Shoba était, disons, limité. Puis, en octobre 2019, Tchego est tombée enceinte de nouveau, seulement quelques mois après la première grossesse. Elle n'avait pas encore surmonté le traumatisme de cet avortement, alors cette nouvelle a dû être écrasante. Plutôt que d'en parler autour d'elle, elle a décidé de garder cette grossesse pour elle, le temps de décider de la suite. Pendant ce temps, Rosette, la fiancée officielle de Shoba, traversait elle-même une période difficile. Sa mère venait de succomber à un cancer et elle vivait un deuil insupportable. Shoba, bien entendu, devait se montrer présent pour la soutenir. Cette période de deuil pour Rosette signifiait que Tchego voyait désormais beaucoup moins Shoba. Ainsi, 3 mois après avoir découvert qu'elle était enceinte, en janvier 2020, elle a finalement pris la décision de lui annoncer. Ne l'ayant pas vue depuis un moment, elle lui a envoyé un message sur WhatsApp en lui disant qu'elle devait lui parler. Elle a d'abord tenté de l'appeler, expliquant qu'elle avait besoin de quelque chose. Shoba, prétendant être en réunion, a répondu qu'il la rappellerait plus tard. Puis, ne voulant pas attendre davantage, elle a laissé un message vocal. Et bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'elle y a dit, la réponse de Shoba en disait long. Nous devrions faire le test ensemble pour confirmer. Un message qui n'augurait rien de bon. Il voulait, semble-t-il, une confirmation médicale, car Tchego n'avait fait qu'un test de grossesse à domicile. Mais cette fois-ci, elle était ferme. Elle ne mettrait pas fin à cette grossesse. Et même s'il l'avait voulu, cela n'aurait plus été possible. En Afrique du Sud, l'avortement est interdit au-delà de 3 mois de grossesse. Il n'a pas caché son mécontentement face à la situation. Il a avoué qu'il n'était pas du tout enthousiaste à l'idée de cette grossesse. Pourtant, il a fini par se résigner, déclarant qu'il n'avait pas d'autre choix que de la soutenir. Au fil des semaines, Tchego et Shoba ont échangé de nombreux messages sur WhatsApp, abordant les différents aspects de la grossesse. Shoba tentait de se montrer rassurant, lui disant qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive, qu'ils traversaient cette épreuve ensemble. Mais pour elle, ces mots sonnaient creux. Elle n'était pas satisfaite de son comportement, lui reprochant de n'être jamais là pour voir ce qu'elle endurait. Elle lui rappelait que la grossesse n'était pas seulement sa responsabilité. Il fallait être 2 pour danser ce tango. Leurs échanges étaient un véritable yo-yo émotionnel. Tchego reprochait à Shoba son manque d'implication, et lui, toujours avec cette même assurance,
jurait qu'il la soutenait. Pourtant, ses actes disaient tout le contraire. Elle continuait de lui envoyer des messages, lui expliquant combien elle avait besoin de lui, combien elle se sentait seule dans cette situation, comme s'il se fichait complètement du bébé. Shobha, fidèle à lui-même, répondait qu'il était là, qu'il la soutenait, qu'il était même excité. Mais les paroles sans action, on sait tous ce que ça vaut. Finalement, ils ont pris rendez-vous chez le médecin, et Shobha a même assisté à certains d'entre eux. Lors d'une consultation, Tshego a passé une échographie du bébé. Elle a envoyé l'image à Shobha et il a répondu avec un enthousiasme fin, affirmant qu'il allait bientôt être père et qu'il était tellement excité. Tshego, touché, l'a remercié pour son soutien et il a répliqué qu'il souhaitait être là pour le bébé autant qu'il le pourrait. Mais, comme toujours, ses paroles et ses actions racontaient deux histoires bien différentes. Pendant un temps, il lui a fourni une aide financière, mais il a rapidement coupé les vivres, déclarant qu'elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant seul. Il prétendait la soutenir tout en lui glissant des remarques humiliantes, lui rappelant cruellement sa dépendance envers lui. À demi-mot, il lui faisait comprendre que sans lui, elle n'avait rien. « Tu n'as pas l'argent pour ce bébé si je ne te soutiens pas », disait-il, la laissant seule face à l'évidence. Il ne se souciait ni d'elle ni du bébé. Tshego, malgré tout, gardait espoir dans cette relation. Shobha, lui, jouait son jeu. Il disait tout ce qu'il fallait pour la rassurer, sans jamais poser un seul acte concret. Pourtant, même si leurs visions divergeaient totalement, lui ne voulant clairement pas de ce bébé, Tshego, elle, était comblée d'enthousiasme à l'idée de devenir maman. Toute sa famille partageait cette joie et se préparait avec elle pour accueillir cette petite fille. Oui, une petite fille, c'était un véritable événement et bien sûr, sa famille souhaitait rencontrer le père. C'est là que Tshego leur a finalement révélé que Shobha était le père de son enfant. Ils ont donc décidé d'organiser une rencontre en famille. Shobha a accepté que sa famille vienne chez Tshego un dimanche. Mais quand le fameux dimanche est arrivé, surprise, il a annulé, prétextant qu'il fallait reporter au dimanche suivant. La famille, bienveillante, a accepté. Mais une semaine plus tard, même histoire. Encore un report. Ce petit manège s'est répété 4 dimanches d'affilée. Shobha trouvant chaque fois une excuse pour repousser cette rencontre, toujours en dernière minute. Finalement, excédée par les annulations répétées, la famille de Tshego a demandé un autre moyen de contacter la famille de Shobha. Ils ont donc demandé le numéro de téléphone de sa mère pour tenter d'organiser cette rencontre par eux-mêmes. Mais lorsqu'ils ont finalement appelé la mère de Shobha, il est devenu évident qu'elle n'avait aucun intérêt à en entendre davantage. Elle semblait peu disposée à accepter l'idée que son fils ait mis quelqu'un enceinte, et pour compliquer encore les choses, elle a même exigé un test de paternité pour prouver que Shobha était bien le père de l'enfant. La famille de Tshego, voyant que toute tentative de rapprochement était vaine, a finalement abandonné l'idée. Plutôt que de forcer les choses, ils ont décidé de lâcher prise et de se concentrer sur ce qui importait vraiment. Soutenir Tshego et préparer l'arrivée de sa fille. Ils ont ainsi organisé une fête prénatale prévue pour le 4 mai. Puis, petit changement de ton du côté de Shobha. Le 4 juin 2020, il a envoyé un message à Tshego lui proposant de venir chez lui pour dresser ensemble une liste des dernières choses dont leur bébé aurait besoin. Elle hésitait un peu
fatiguée par sa grossesse avancée de 8 mois, mais elle savait qu'il lui manquait encore certaines choses pour être prête à accueillir le bébé. Alors, malgré la fatigue, elle s'est rendue chez lui pour dresser cette fameuse liste, en informant sa famille qu'elle serait de retour dans la soirée. Mais les heures ont filé, et au petit matin, toujours aucune nouvelle de Tchego. L'inquiétude a vite pris le dessus. Sa famille, paniquée, a immédiatement appelé Shoba, car il savait qu'elle était chez lui la veille. Il leur a répondu qu'elle était partie vers 22 heures, prise en charge par un Uber. Après ça, il ne savait pas. Cette réponse n'a fait qu'accroître l'angoisse de la famille, qui a aussitôt contacté la police pour signaler sa disparition. Et puis, le cauchemar. Le lendemain matin, le 5 juin 2020, des habitants de la région de Durban Deep, près de Roodepoort, ont fait une macabre découverte. Au bord de la route, à environ 1,5 km de la maison la plus proche, le corps d'une femme était pendu à un arbre. Cette zone, très fréquentée tout au long de la journée, a fait que le corps a été découvert rapidement. Il s'agissait d'une femme enceinte et le crime ne laissait aucun doute sur sa brutalité. Elle portait une plaie au torse apparemment infligée par une arme blanche avant d'être pendue à cet arbre. Étant donné que Tchego venait d'être signalé disparu par sa famille, la police a fait le lien rapidement. Ils ont contacté ses proches pour une identification. Sans l'ombre d'un doute, ils ont reconnu Tchego Fatso, cette jeune femme enceinte de 28 ans. Et, bien sûr, un détail criant rendait impossible l'hypothèse d'un suicide, qui se poignarde dans le torse avant de se pendre. La police a donc entamé une enquête, et la première personne qu'ils ont interrogée a été naturellement Shoba. Lorsqu'ils lui ont posé des questions, il semblait prêt, presque trop. Il leur a répété ce qu'il avait dit à la famille. Tchego était venu chez lui la nuit précédente, mais il l'avait fait repartir en Uber avant d'aller se coucher. Pour appuyer ses dires, il avait même des images de vidéosurveillance de son immeuble, confirmant qu'il l'avait bien renvoyé. La police a donc examiné les images et effectivement, on voyait Tchego partir en Uber, ce qui innocentait Shoba, du moins pour le moment. La suite de l'enquête a mené la police à retracer le trajet de ce fameux Uber qui avait pris en charge Tchego. Les images de vidéosurveillance de l'appartement de Shoba, bien qu'utiles, n'avaient pas capturé le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule en question. Mais la police, déterminée, a suivi un raisonnement méthodique. Elle savait où Tchego avait été récupéré et où son corps avait été retrouvé. Elle a donc reconstitué un itinéraire possible pour le tueur et examiné les caméras de surveillance le long de ce parcours. Bingo! Ils ont fini par trouver une caméra qui, cette fois, avait capturé la plaque d'immatriculation. Après avoir identifié la plaque, la police a contacté la propriétaire du véhicule. Surprise, le propriétaire était une femme. Lorsqu'ils lui ont demandé si elle conduisait ce soir-là, elle a répondu que non. C'était son petit ami qui avait pris la voiture. Ce petit ami s'appelait Musikaïz Malefan, ou plus simplement Musi. Le 15 juin 2020, la police a retrouvé Musi et l'a arrêté, le soupçonnant d'être le meurtrier de Tchego. Sans tourner autour du pot, les enquêteurs lui ont immédiatement annoncé la couleur. Shoba les avait mis sur sa piste, l'accusant d'être le meurtrier. Musi, paraît-il, ressentait une certaine culpabilité pour ce qu'il avait fait. Mais en apprenant que Shoba avait tenté de le faire porter le chapeau, il n'a pas hésité une seconde. Ne voulant pas endosser la responsabilité pour un homme qu'il voyait désormais comme une balance,
il a immédiatement commencé à parler à la police et à leur dévoiler toute l'histoire, celle de ce qui était réellement arrivé à Tshego. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Muzi et Shoba étaient de vieux amis, se connaissant depuis une dizaine d'années. Au début de mai 2020, alors que Tshego était enceinte de 6 mois, Shoba a croisé Muzi. Leur conversation a débuté de façon banale, parlant de la pandémie et des événements fous secouant le monde. Puis, Shoba a changé de ton et lui a parlé de son problème, le bébé que Tshego s'apprêtait à mettre au monde. Il lui a confié que si Tshego avait cet enfant, cela mettrait en péril sa relation avec sa femme. Bon, il n'était pas vraiment marié, mais il avait l'intention d'épouser Rosette. Avec la mort récente de la mère de Rosette, il n'était pas prêt à lui infliger le choc supplémentaire d'apprendre qu'il avait mis une autre femme enceinte. Selon Shoba, il faisait tout cela pour Rosette, pour lui éviter un stress inutile. Il prétendait vouloir la protéger, la préserver du poids de cette vérité accablante. Après tout, si elle découvrait qu'il avait une autre femme enceinte, non seulement leur relation volerait en éclats, mais il perdrait aussi une grosse somme d'argent. Rosette bénéficiait d'une fiducie familiale, un joli pactole auquel il n'aurait plus accès si elle venait à le quitter. Sans compter le coût d'un enfant, s'il était obligé de soutenir financièrement Tshego, cela durerait jusqu'aux 18 ans du bébé. Shoba a donc expliqué à Muzi qu'il fallait faire disparaître Tshego, et il était on ne peut plus sérieux. Cette femme devait être écartée définitivement de l'équation. Ils ont alors discuté du prix pour ce service, si on peut l'appeler ainsi. Muzi a demandé initialement 10 000 rangs, mais Shoba, pour bien montrer sa détermination, a proposé 50 000. Finalement, ils sont parvenus à un accord. 70 000 rangs, soit environ 3 660 €. Une fois le prix fixé, ils ont abordé les détails pratiques. Shoba a mentionné que, depuis le début de la pandémie, Tshego peinait à trouver du travail. La demande pour le maquillage s'était effondrée, rendant sa situation financière précaire. Tshego, en effet, rencontrait des difficultés financières, ce qui a donné à Shoba et Muzi une idée sordide, un faux entretien d'embauche. Shoba a élaboré un plan dans lequel il ferait croire à Tshego qu'une opportunité de travail s'offrait à elle. Il s'est même procuré un nouveau numéro de téléphone et a commencé à lui envoyer des messages, se faisant passer pour une femme ayant un emploi à lui proposer. Ce fameux emploi consistait à enseigner des techniques de maquillage en période de pandémie, une idée qui aurait pu sembler crédible à Tshego. Ils ont convenu de se rencontrer dans un McDonald's le 29 mai 2020, où la supposée recruteuse lui a dit qu'une Jeep argentée viendrait la chercher pour l'emmener à un second lieu. Mais cette étrange mise en scène a éveillé des soupçons chez Tshego. Pourquoi un entretien dans un McDonald's? Et surtout, pourquoi devait-elle monter dans une voiture avec quelqu'un au lieu de simplement se rendre elle-même à ce fameux second lieu? Elle a fini par renoncer à cet étrange entretien d'embauche et Muzi, qui l'attendait au McDonald's, a compris qu'elle ne viendrait pas. En informant Shoba, ce dernier est entré dans une colère noire. Les deux hommes ont réalisé qu'il leur fallait un plan plus fiable. Ils ont donc échafaudé un nouveau stratagème. Cette fois, Shoba prendrait lui-même contact avec Tshego en proposant une rencontre pour discuter des besoins du bébé. La date serait fixée au 4 juin. Leur idée?
Musi jouerait le rôle d'un chauffeur Uber pour ensuite l'enlever en cours de route. Mais ce n'est pas tout. Dans leur plan diabolique, Musi devait suspendre Tchego à un pont alors qu'elle serait encore vivante. Ensuite, il déverrouillerait son téléphone pour accéder à ses réseaux sociaux, où il publierait un message qui simulerait un dernier adieu, laissant entendre qu'elle avait mis fin à ses jours. Avec cette macabre mise en scène, ils espéraient convaincre tout le monde d'un suicide évident. Après tout, elle traversait des difficultés financières, était enceinte et avec un homme qui ne voulait pas d'elle. Aux yeux de certains, cela pouvait suffire à expliquer un tel geste. Pour eux, ce plan avait semblé sans faille. Le 4 juin était arrivé et, fidèle au plan, Shoba avait invité Tchego chez lui pour préparer la liste des choses nécessaires au bébé. Elle avait accepté et s'était rendue chez lui. Là, ils avaient pris le temps de dresser la fameuse liste, puis, plus détendus, ils avaient regardé un film ensemble. Pendant tout ce temps, Shoba avait bu énormément. Certains disent qu'il avait bu pour apaiser un semblant de culpabilité face à ce qu'il s'apprêtait à faire, cherchant à noyer ses remords dans l'alcool. Ensuite, Shoba avait commencé à appeler sa fiancée, Rosette, à plusieurs reprises devant Tchego, déclenchant volontairement une dispute. Il savait que ces appels incessants finiraient par l'agacer, et il ne s'était pas trompé. Agacé, Tchego avait fini par lui demander de lui réserver un Uber pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Après cela, elle avait envoyé un message à sa tante, lui demandant de laisser la porte déverrouillée car elle rentrerait bientôt. Peu de temps après, vers 22 heures, il semblait que Musi avait probablement envoyé un message à Shoba pour l'informer de son arrivée, car Shoba avait dit à Tchego que l'Uber était proche. Ils étaient alors sortis tous les deux, et finalement, la voiture était arrivée, Tchego montant à l'intérieur avec Musi. Cette scène avait même été capturée par les caméras de surveillance de l'appartement de Shoba. On les voyait sortir ensemble, Shoba tenant toujours un verre à la main, tandis que Tchego marchait à ses côtés en direction de la sortie. À leur première sortie, ils avaient constaté que la voiture n'était pas encore arrivée et avaient donc attendu un moment, puis étaient rentrés brièvement à l'intérieur. Ensuite, ils étaient ressortis, Shoba affirmant que l'Uber était tout proche. Ils avaient marché vers la rue et avaient attendu ensemble l'arrivée de la voiture. Lorsque la voiture est finalement arrivée, Tchego avait pris un moment pour parler au chauffeur, probablement pour s'assurer de son identité avant de monter à bord. Bien qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est dit, on voit que la voiture qu'il a récupérée était une Jeep argentée ou grise. Rappelez-vous, plus tôt, elle avait refusé l'entretien d'embauche suspect car elle devait être récupérée par cette mystérieuse Jeep grise. Elle avait donc dû être troublée de voir à nouveau ce même modèle de voiture venir la chercher. Selon les témoignages, elle avait montré des signes de réticence et c'est peut-être pour cela qu'elle avait passé quelques minutes à discuter avec le chauffeur avant de monter. Il est aussi important de noter qu'à ce moment-là, Musi, le chauffeur du soir, avait également bu tout au long de la journée, un détail qui aurait pu éveiller encore plus les soupçons de Tchego. Malgré tout, elle était finalement montée dans la voiture. Après l'avoir vue partir, Shoba était retourné à l'intérieur, prêt à attendre que le plan, sombre et calculé, suive son cours. Alors que Musi conduisait Tchego, il avait délibérément pris la direction opposée à celle de sa maison. C'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à s'inquiéter, lui demandant pourquoi il se dirigeait dans le mauvais sens. Musi lui avait répondu
qu'il devait faire un détour pour déposer quelque chose avant de la ramener. Initialement, le plan consistait à la pendre vivante au pont de Marebourg, une mise en scène macabre qui devait simuler un suicide. Mais il avait finalement jugé que cet endroit serait trop visible pour une telle atrocité, surtout pour une femme enceinte. Il avait donc pris la décision de tirer sur Tchégo avant de la pendre. Après l'avoir éloignée de la ville, Mouzy l'avait abattue d'une balle dans la poitrine. Il avait ensuite conduit son corps jusqu'à un endroit isolé à Durban Deep, près de Rue-des-Portes, où il l'avait pendu à un arbre par le cou, pour finaliser cette scène délibérément troublante. Lorsque la police avait découvert le corps de Tchégo, les premiers rapports indiquaient qu'elle semblait avoir été poignardée. Mais Mouzy a ensuite révélé qu'il l'avait en réalité abattue. L'autopsie a confirmé cette version. Tchégo était décédé des suites de la blessure par balle et d'une pression externe appliquée sur son cou. Il a été supposé que Tchégo était encore vivante et consciente lorsqu'elle avait été pendue à cet arbre. Après l'avoir laissée là, Mouzy était parti et avait continué à boire copieusement pour le reste de la journée. Puis, sans émotion apparente, il avait envoyé un message à Shoba pour lui confirmer que le travail était fait. Le lendemain, Shoba avait envoyé quelques messages à Tchégo, feignant de s'inquiéter pour savoir si elle était bien rentrée chez elle. Mais, comme nous le savons, c'était une ruse. Il savait pertinemment ce qui s'était passé, mais il cherchait à se donner un alibi, comme s'il tentait sincèrement de savoir ce qui lui était arrivé. Revenons maintenant à Mouzy, dans cette salle d'interrogatoire. Après avoir raconté l'intégralité de l'histoire, il a clairement admis qu'il avait tué Tchégo, mais il a souligné que c'était sous les instructions de Shoba. Il a exprimé un semblant de regret, affirmant qu'il se sentait horriblement coupable. Finalement, il a accepté une transaction de plaidoyer, en échange de son témoignage contre Shoba lors de son procès pour meurtre. Pour sa participation, il a été condamné à 20 ans de prison. Après les révélations de Mouzy, Ntutuko Shoba a été arrêté et inculpé pour meurtre prémédité, avec les preuves accablantes d'un plan machiavélique soigneusement orchestré. Cette affaire a mis 2 ans pour être entendue devant un juge, mais finalement, en mars 2022, le procès de Shoba pour meurtre a commencé. L'accusation a brossé un tableau accablant de la relation entre Shoba et Tchégo, exposant son caractère de tricheur et de menteur et montrant qu'il n'avait jamais eu l'intention de rester avec elle pour élever leur enfant. Ils ont évoqué comment, lorsqu'il l'avait mise enceinte pour la première fois, elle avait fini par avorter. Mais la deuxième fois, lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse, elle en était déjà à 3 mois, trop tard pour envisager une interruption. L'accusation a également présenté plus de 100 pages de messages WhatsApp échangés entre eux, des conversations qui mettaient en lumière le désintérêt flagrant de Shoba pour l'arrivée de ce bébé. Au procès, il a été question de la dépendance financière de Tchégo envers lui, des amis ayant témoigné à ce sujet. Ils ont raconté comment Tchégo avait quitté son emploi quelques mois avant sa mort en raison des confinements liés au Covid-19, la rendant encore plus vulnérable financièrement. Pendant ce temps, Shoba avait une autre femme dans sa vie, Rosette, qu'il envisageait réellement d'épouser. Il semble que pour Shoba,
Tchego n'ait jamais été qu'un simple divertissement. Difficile de comprendre ce qu'il pouvait penser. Il est évident qu'il était un tricheur et pas vraiment le genre d'homme à épouser. Sa principale préoccupation, c'était l'argent. Avec la mort de la mère de Rosette, une importante somme d'argent était en jeu. Il prétendait vouloir la préserver du stress d'apprendre qu'il avait mis une autre femme enceinte, mais en réalité, il savait bien qu'elle le quitterait, emportant son héritage avec elle. Ses motivations pour orchestrer toute cette affaire étaient donc on ne peut plus claires. Lors du procès, bien sûr, le témoignage de Musikaiz Maléphane a été crucial. Il a décrit en détail l'histoire que je viens de vous relater, expliquant comment lui et Shoba s'étaient connus, fréquentant le même cercle d'amis. Il a précisé que les deux s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, y compris le jour du meurtre, ce que les données des téléphones portables ont confirmé. Ces données ont également révélé de nombreux messages échangés entre eux, suggérant une planification minutieuse du meurtre. Les appels téléphoniques entre eux, particulièrement lors des 2 tentatives de planification relatées par Musi. L'accusation a soutenu que Shoba avait payé Musi pour commettre ce meurtre odieux et que sans l'égoïsme de Shoba, Tchego serait encore en vie. De son côté, la défense a tenté de discréditer Musi, arguant qu'il n'était rien d'autre qu'un criminel violent et un menteur notoire. Ils l'ont présenté comme un petit gangster impliqué dans le commerce illégal de cigarettes, affirmant que ses rencontres avec Shoba étaient liées à ses affaires illicites et non à une quelconque planification de meurtre. La défense a dépeint Musi comme un conteur, un manipulateur qui aurait inventé cette fantaisie pour impliquer Shoba dans un crime qu'il n'avait pas commis. Ils ont soutenu que le meurtre était l'œuvre de Musi et de lui seul. Mais, là encore, un détail crucial mettait à mal cette version. Musi n'avait aucun motif pour tuer Tchego. Il ne la connaissait même pas. À l'inverse, Shoba était en contact constant avec Musi et possédait un mobile évident pour vouloir se débarrasser d'elle. Les preuves, solides et cohérentes, ont donc soutenu la thèse de l'accusation. Au terme du procès, le juge a rendu son verdict. Shoba a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Tchego Fatso Poulé. Pour cet acte froidement calculé, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. La famille de Tchego a exprimé un profond soulagement après le verdict. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être, mais la violence contre les femmes en Afrique du Sud est un problème immense. Quand Tchego a été retrouvé pendu à un arbre dans des conditions si atroces, la population s'est mobilisée en masse pour exprimer son dégoût face à ces violences perpétrées par des hommes. Le message est clair. La violence contre les femmes n'est pas tolérable et doit cesser. Nombreux sont ceux qui se sont rassemblés pour soutenir la famille de Tchego et pleurer la perte de cette belle jeune femme et de son enfant à naître. Personnellement, et même si certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord, j'aurais souhaité que Shoba soit inculpé de 2 chefs de meurtre pour cet enfant qui n'a même pas eu la chance de voir le jour. Ce point, pourtant crucial, a à peine été mentionné au procès, voire pas du tout, et cela laisse un goût amer. Cela pourrait être controversé pour certaines personnes, mais pour moi, le fait qu'en Afrique du Sud, l'avortement ne soit plus autorisé après 3 mois signifie qu'on considère cet être comme une personne. Encore une fois,
Que l'on soit d'accord ou non, cela devrait être cohérent avec la loi dans son ensemble. Pourquoi alors la mort de son bébé n'est-elle pas traitée comme un meurtre? Cela me paraît purement hypocrite, car si elle était sortie pour avorter à 5 mois, elle aurait pu être qualifiée de meurtrière et même accusée de meurtre. Alors pourquoi Shoba a-t-il le droit de tuer une mère et son enfant à naître, mais ne fait face qu'à une seule accusation de meurtre? C'est illogique pour moi, incohérent et hypocrite. Selon la loi sud-africaine, Shoba a pris 2 vies, et je soutiens cette idée. Encore une fois, libre à vous de ne pas être d'accord. Ce bébé méritait de vivre et d'être élevé par sa mère. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressé de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.